Haïti est placé 163e sur 177 pays et territoires dans le rapport sur l'indice de perception de la corruption publié ce mardi par Transparency International. Le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Suède et la Norvège, avec un score moyen de 89, sont les pays les moins corrompus, tandis que les champions en corruption, selon ce même rapport, sont le Soudan du Sud, l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie, avec des scores ne dépassant pas 14. Avec 19 points, la situation d'Haïti ne s'est pas améliorée malgré les efforts consentis par les autorités. Défini par Transparency International comme un abus de pouvoir à des fins personnelles, l'état de la corruption dans le monde est plutôt préoccupant. 70% des pays qui figurent dans ce rapport ont un score inférieur à 50, la moyenne étant de 43. Les États-Unis, 73 points, et la France, 71, occupent respectivement la 19e et la 22e position. Si Haïti a quitté la 165e place et monté à la 163e, son score par contre ne s'est pas amélioré par rapport à l'année précédente. Cette nouvelle risque d'étonner certains. La présidente de la Fondation Héritage, partenaire en Haïti de Transparency International, le reconnaît. Marilyn B. Alien estime que malgré les efforts de l'unité de lutte contre la corruption, la négligence du Parlement a pesé lourd dans la balance. Nous pensons que si ce projet de loi sur la prévention et la répression de la corruption avait été voté, un projet de loi qui est au Parlement depuis décembre 2009, c'est certain que ça aurait contribué à un meilleur score pour Haïti sur l'indice. Toutefois, Marilyn B. Alien croit que la situation est en train de changer en Haïti et appelle à la patience. La présidente de la Fondation Héritage pour Haïti, qui se réjouit que le pays ne figure pas dans le groupe des 5 les plus corrompus, encourage les autorités à intensifier leur lutte contre ce mal. Il ne faut pas être défaitiste, il faut aussi faire tout ce qu'on peut pour porter les dossiers de crimes de corruption qui sont devant le parquet, pour porter ces dossiers-là au tribunal, pour qu'il y ait des procès. Ça servirait beaucoup à montrer que Haïti ne tolère plus la corruption. Consciente que ce document est sujet à contestation au sein même de l'équipe gouvernementale, Marilyn B. Alien avance que les informations ont été tirées de plusieurs rapports produits par des institutions internationales indépendantes. Au moins 13 sources ont été contactées, selon Mme Alien, et les partenaires de Transparency International sur le terrain n'en font pas partie. La section nationale qui travaille dans un contexte qui peut être difficile politiquement peut être accusée de travailler à la déstabilisation du régime ou à la dénigration du pays, etc. Si dans le classement mondial, Haïti n'apparaît pas dans la liste des plus corrompus, malheureusement, le pays est dans le peloton de tête du palmarès régional, derrière le Venezuela, le Paraguay et le Honduras. La République dominicaine, avec un score de 25, est, notons-le, en 123e position dans le classement mondial. La société haïtienne n'a jamais été aussi divisée, c'est le constat du professeur Marie-Joseph Noël. Le coordonnateur de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation déplore que des politiciens jouent sur ces divisions de classe, de couleur ou encore de religion pour tenter d'asseoir leur pouvoir. En conséquence, le professeur Joseph appelle la société civile à passer outre ces divisions pour adresser le vrai problème que confronte le pays. Division est réelle. Et réelle par des contours que la panconia qui accentuent d'ailleurs. Notamment, nous gagnons un problème interne. Par exemple, quand moi j'ai entendu pendant ces derniers temps, Dessalines après la pétition. Or, Dessalines, c'est n'est qui était pour faire le plus grand sacrifice. Il n'y a pas de bien pétition, l'offre pétition, ça fait un mariage pour la paix. Et si nous ne pas mettre tête ensemble, de 28 de 1804, nous ne pouvons pas arriver à un pays indépendant. Donc là, il a éveillé ça. Nos moments côté qui gagnent justement des difficultés objectives, difficultés économiques, nous gagnons l'occupation. Et quand nous avons le problème de la République dominicaine, c'est là ça pour nous taper mettre ensemble, pour nous taper rentrer en nous-mêmes, pour nous venir une seule force, pour nous défendre nous contre l'adversité. Donc là, il a ressuscité des salines, il a ressuscité des pétitions. Non pour les grandes gloires nationales, mais pour diviser. Nous n'avons pas besoin de perdre espoir. Parce que situation objective a déterminé l'autre mode de relation entre nous. Mais seulement nous avons besoin des leaders responsables qui ne pas simplement penser tête, penser pouvoir, penser famille, mais qui pensent pays.
Et sous pareil, mes pays ça, paye bouche semaine ça. Paye bouche semaine ça, parce que m'a dit on bagaille. Côté nous, là, nous au bord du gouffre. Si pas gain, y a une parole de sagesse, pas gain des comportements de sagesse, pour nous sortir de cette démocratie malfaisante, pour nous aller vers une démocratie bienfaisante, parce que veut pas nous voir que nous avons fait le choix de la démocratie, nous pas parler aucun côté. Le deuxième sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, et le député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer, ne sont pas autorisés à prendre la parole ou à agir au nom du parti Famille Lavalas. C'est ce qu'ont annoncé les responsables de cette formation politique dans une note de presse rendue publique cette semaine. Cette décision a été confirmée dans une note portant les signatures des membres du directoire de la Famille Lavalas, qui a indiqué que ces deux parlementaires n'ont jamais été membres du parti. Au moins 30 voyageurs clandestins qui se trouvaient à bord d'une embarcation de fortune à Dame-Marie ont été arrêtés par les autorités policières, aidés des responsables du service maritime et de la navigation d'Haïti, Semana. L'ingénieur Frérel Normil, directeur général du Semana, a lancé une mise en garde à tous ceux qui ont l'intention d'organiser ou de participer à des voyages clandestins. Tout le monde monte bateau pour y embarquer, pour y faire voyage là, et finalement, comme toute disposition était prise avec la police, toute autorité locale, le juge de paix, tout est mobilisé ensemble avec nous. Nous avons arrêté le bateau et 150 personnes qui ont moins de 10 ans, 8 ans, 9 ans, okay, qui te prend le bateau ça. Et ça, plus dur, côté nous fait photo, tout le monde, tout le monde équipage là, nous fait photo, toute valise, plus de 70 valises que nous avons saisies, qui tout est dans le commissariat. Et c'est très malheureux, on va regarder dans le secteur, tout, quand pile le monde qui a fait vagabondage. Et nous demandons tout. Comme ces trois pouvoirs, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, nous demandons tout le monde de prendre responsabilité parce que le pays, c'est pour nous lier. Nous prenons toute disposition avec les représentants nous, quel que soit un monde qui a laissé faire un voyage clandestin, il n'a pas marché parce que nous assurons que nous avons contrôle de la mer et le monde qui a exposé vie autour parce que là, on regarde des bateaux, ça, il n'a pas même gagné 2 pieds de tirant d'eau. Donc, première vague de la mer qui était au-delà de 3, 4 pieds, 5 pieds, et bien tout le monde a le péri. Avec nous-mêmes qui dans telle direction, Semana, les papes passent Kounia et n'a toujours arrêté, n'a toujours mis en prison. La justice lui avec conscience, il a pris conscience pour que le pays ça pas faire parler mal, encore mauvaise image pour nous voir dans l'autre pays dans la situation que le peuple là est Kounia. L'organisation non gouvernementale suisse Helvetas réalise actuellement un ensemble de projets à Forêt-des-Pins, notamment dans le massif de la Selle. L'ONG implémente un projet de préservation et de valorisation de la biodiversité. Selon le coordonnateur d'Helvetas en Haïti, Jean-Eddy Théard, ces projets ont pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans le cadre de la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité. Nous-mêmes ici à l'unité de Forêt-des-Pins, donc travaillons essentiellement sur 2 angles. C'est protection forêt et puis développement d'activités économiques. Dans ce sens ça, nous développons pas mal d'activités qui ont rapport soit avec surveillance environnementale, donc nous avons des agents, environ 33 agents qui déploient la gestion, la surveillance forêt. Ensuite, nous travaillons la récupération clairière parce qu'on connaît l'unité de Forêt-des-Pins. Nous avons à peu près 6 000 hectares qui sont en forêt, mais dans 6 000 hectares là, nous avons ça nous capable de détour des clairières. Donc, le projet pendant l'année passée, donc nous travaillons pour nous essayer de récupérer les clairières. Donc, c'est environ 1100 hectares de clairières qui sont dans la forêt. Donc, nous avons déjà récupéré autour de 200 hectares. Donc, le jour qui va venir, nous comptons pour nous travailler, pour nous récupérer environ 500 à 600 encore. Oui, avant nous arriver en 2003 ici, essentiellement, mon ici, c'est de vivre de bois gras. Donc, tu as à peu près en 2003-2004, l'étude que nous avons faite, tu as à peu près 80% de familles dans la zone qui ont exploité bois gras. Je dis à une capable de tendance à inverser. Donc, on est capable de jouer des traces de bois gras en forêt, mais son activité vraiment dans la zone ça qui disparaît. Le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, l'agronome Arnoux Séverin, a remis samedi dernier 50 chèvres, appelées aussi cabris, à des paysans de la commune de Carrefour, dans le cadre de l'augmentation de la production animale lancée par le gouvernement Martelly-Lamotte.
Dans la question élevage, chargé en Haïti, nous avons plus que 2 millions de cabrits. Et en termes de sécurité alimentaire, nous sommes capables de dire que dans le cabrit, nous sommes autosuffisants. Et nous importer un bon produit agricole dans le pays, mais pour cabrit, nous exporter vers la République dominicaine. Qui fait que nous gagnons 1000 cabrits et pas de valeur. Et ça a permis d'augmenter les revenus dans le milieu rural. Et ça a permis tout que nous renforcer notre capacité de communauté santé communale et dans différentes communes. Parce que la distribution cabrit là, c'est pas un fait en soi. Et c'est un moyen que le ministère a mis sur le tout pour capable d'encourager les gens à faire élevage et surtout encourager à faire élevage dans de bonnes conditions.